Le débat du Grand Direct consacré donc à la situation des femmes victimes de violences. C'est aujourd'hui la journée internationale de lutte contre ce fléau. On parlera de la prostitution notamment et de l'idée de pénaliser les clients de prostituées. Il y a un débat qui a lieu en ce moment même en France. Des pays comme la Suède ou la Norvège ont déjà adopté ce type de dispositif. Et puis on va s'intéresser plus globalement donc au phénomène des violences parce qu'il y en a beaucoup d'autres. On cite par exemple ce chiffre de 200 000 femmes victimes de violences en Israël. Bonsoir Philippe Koskas, vous êtes avocat. Bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir à vous Gilbert Finkel. Bonsoir. Vous faites partie de l'ADVA, association qui s'occupe justement des problèmes et des inégalités sociales en Israël et donc exactement. Notamment... Et en plus, moi-même j'ai fait partie du groupe qui a créé le premier centre d'aide aux victimes de viol il y a 35 ans, en 1978 à Tel Aviv. Un groupe de féministes qui avait commencé, ça a été vraiment, on a été des pionnières en la matière. À l'époque, il n'y avait rien. Est-ce que vous diriez que la situation en Israël des femmes aujourd'hui, elle s'aggrave, comment vous la qualifieriez? Ça va en zigzag. Il y a, disons qu'il y a une avant il n'y avait rien. C'était vraiment un terrain en friche. Il y a une législation, il y a des systèmes de soutien, il y a une infrastructure. Donc, on ne sait pas vraiment si, quand on parle du nombre d'augmentation, si c'est le nombre de plaintes qui augmente, le nombre de dossiers traités, ça. Donc, ça doit être un peu tout à la fois. Ouais. Philippe Koskas, c'est vrai qu'il y a un arsenal juridique qui existe, mais souvent, on voit bien les violences qui se passent à l'intérieur du foyer, quand il s'agit de violences conjugales, par exemple. Extrêmement difficile parfois d'avoir accès, ne serait-ce qu'à une plainte ou à un avocat pour se défendre. Oui, d'autant plus que le viol est sûrement une des infractions les plus difficiles à prouver. Vu que dans toute infraction, il y a un élément matériel et il y a un élément intentionnel. Un même rapport sexuel consenti, c'est la même chose. Lorsqu'il est viol, il est non consenti. Donc en fait, il faut prouver dans tous les procès de viol oui ou non un consentement, et c'est extrêmement difficile de le prouver. Alors des fois, quand ça vient avec une violence, c'est prouvable, mais des fois, il est très difficile de le prouver. Donc il y a une technique, au niveau technique juridique, ça peut être des fois des procès très compliqués. Quel est le phénomène pour vous le plus inquiétant, justement, Gilbert Finkel, concernant... Oui, quand vous dites ce qu'il faut, c'est le prouver, je pense que c'est aussi un des cas très rares où on demande des preuves qu'on ne demande pas dans d'autres délits. Par exemple, quand quelqu'un porte plainte pour vol contre un voleur, on ne fait pas, on ne réagit pas de la même manière par rapport au voleur comme on réagit par rapport au violeur. Je veux dire, le mot voleur m'est venu comme ça, mais dis donc, c'est le seul domaine où on demande effectivement, où on demande des preuves sans prendre en compte la plainte de la victime autant que dans d'autres domaines. Que dans d'autres domaines. Et souvent, ça donne lieu à un nouveau procès. Et vous avez après un juge qui vous dit, comme il y a eu pas très longtemps, qui déclare qu'il y a aussi des jeunes filles qui aiment qui ont du plaisir à être violées. Je veux dire, on en arrive à entendre des choses pareilles de la part d'un juge. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu dangereux là-dedans. Ouais, moi, je suis absolument en désaccord avec vous. Absolument, c'est exactement la même chose. Au niveau de la technique juridique, quand vous volez quelque chose à quelqu'un, il faut prouver que vous avez volé. Deuxièmement, son intention. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que, moi, j'ai étudié évidemment parce que j'ai fait mes stages à la Cour suprême, de voir qu'il y a également des femmes qui se sont plaintes de viols, et ces viols n'ont pas été caractérisés. C'est quel pourcentage je termine par ma rapport phrase, aux madame. femmes qui sont agressées, je termine violentées, ma phrase. Je ne suis pas statisticien, je suis juriste. État, qui arrivent à l'hôpital avec des vagins déchirés. Je suis absolument désolé, je suis juriste, je ne suis pas statisticien, et je dis que s'il y a une personne qui est pendant 30 ans sous les verrous sur la statistique, je pense que votre position est mauvaise. Je termine juste ma phrase. C'est qu'il y a un élément ici qui est extrêmement difficile à prouver. Et selon toutes les techniques juridiques, c'est la même chose. Et il n'y a pas deux choses. On peut prouver un viol selon la même technique qu'on prouve un vol. C'est la même chose. Le problème ici, et ça c'est évident, il y a un réel problème. Lorsque une personne psychologique de la victime n'est pas le même. Il y a l'acte étant été, d'ailleurs il y a des fois où j'allais dire c'est plus facile lorsque le violeur entre guillemets dit il n'y a pas eu d'acte sexuel, c'est plus facile de le prouver que lorsque le violeur dit il y a eu acte sexuel mais elle était consentante. Or là, prouver un consentement, lorsqu'on sait, moi je ne suis pas statisticien, mais quand on parle de viol, on parle de violence. Quand vous avez des traces de violence, des traces de coups, c'est plus facile. Un violeur comme Benny Sella qui torturait ses victimes, je veux dire, il y a des cas qui sont clairs. Alors ça c'est des cas plus faciles. Attendez, non, c'est pas plus facile.
c'est plus parce facile. que vous avez des victimes qui ont énormément souffert. C'est plus facile pour la loi, mais c'est beaucoup plus difficile pour les femmes. Quand si vous dites on prend l'exemple du viol conjugal, qu'il a aussi des exemples, comme le type Yigal Axelrod qui avait violé et tué une femme à Beit Ili il y a pas mal d'années. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Bon, il avait été arrêté, mis en prison. Après, on les laisse partir en vacances, comme le chauffeur, le jeune qui avait tué le chauffeur de taxi Daniel Roth, qui était en liberté là en Argentine, qui revient, il est condamné. Il y a des choses au niveau juridique, on en parle beaucoup moins. Quand il s'agit de femmes, on met beaucoup plus en cause la victime. Non, absolument pas. Quand il s'agit de viol, on met beaucoup plus en cause la victime. Absolument désaccord avec vous. Je pense que vous faites la façon dont les femmes s'habillent, elles sont trop déshabillées, elles sont trop ceci, pourquoi elles se promènent le soir toutes seules dans la rue. Vous savez quoi? Moi, j'ai été agressée en bas de chez moi, je rentrais à 9h du soir, tranquillement, en bas de chez moi par un type qui m'a attrapé, ce genre. Donc, on raconte un tas de choses. Il y a quand même une partie là-dedans qui n'est pas nette, qui fait que ça a une influence psychologique sur les procès, sur ce qui se passe. Je vais vous dire une chose, madame. Pourquoi est-ce qu'il y a des centres qui ont été créés pour apporter du soutien et une aide immédiate? Il y a des victimes de viols violents. Dans le mot viol, il y a aussi un mot qui fait partie, et je parle de la violence. Quand vous dites, il y a quelquefois des choses, par exemple le cas d'Eyal Golan. Madame, vous faites un monologue. On n'a pas on ne discute pas parce que là, vous parlez depuis un quart d'heure. Je suis absolument. Alors, je pense que la confusion, vous la commencez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez tous les problèmes du monde entier sur ces problèmes-là, on ne comprend rien. Alors, je parlais que d'une seule chose. Je pense que les gens, je peux terminer ma phrase, madame. En attendant, la violence, c'est vous qui l'avez en monopolisant la parole. Ne me dites pas qu'on ne comprend pas ce que je dis. Alors, moi, je vous dis que vous mélangez les choses. Alors, je suis désolé. Et je vous dis qu'une partie d'interrompre la parole et de prendre un monologue pendant 10 minutes, ça fait partie aussi d'une violence personnelle. Je suis désolé. Vous transmettez l'idéologie dominante qui va à l'encontre des femmes victimes de viol. Excusez-moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une idéologie dominante. Je suis moins dogmatique que vous. Qui fait que les femmes doivent prouver qu'elles ont été violées. Est-ce que ce serait possible de pouvoir terminer une phrase dans ce dialogue? On y va. Et c'est marrant que souvent, les victimes sont souvent les oppresseurs. C'est souvent les victimes qui... Non, absolument pas. Vous voyez, je ne peux pas finir une phrase, c'est bon. On y va. Si je pourrais terminer une phrase. Or, je parlais d'une seule chose, et ce n'est pas un slogan. Et pas les viols et violences et tout ce que j'ai entendu maintenant. Je vous parlais d'une difficulté qui est une difficulté réelle, de prouver un élément qui est un élément intentionnel au niveau juridique. Ça ne veut pas dire que je suis pour les viols et ça ne veut pas dire que je suis pour la violence. Je peux dire qu'il y a eu des cas, et moi j'ai assisté moi-même à des cas lorsque j'ai fait mes stages dans les tribunaux, où des jeunes filles se sont plaintes pour viol. Les enfants ont été incarcérés, parce que les violeurs entre guillemets, et puis ils ont été libérés parce qu'il s'est avéré que les jeunes filles avaient peur de leurs parents et ils les avaient dénoncés pour viol alors qu'ils n'avaient rien fait. Donc il y a aussi des cas de l'autre côté. Lorsque je vois, et c'est ça qu'il faut, moi je crois que je dois condamner, c'est ce dialogue en bloc. Il y a ce dialogue en bloc qui est blocage, qui dit de manière systématique tout est vrai. Et quand on parle comme vous, madame, il n'y a plus de justice. La justice, c'est d'essayer de faire la part entre ce qui est vrai et ce qui est faux, entre ce qui est vrai violeur et faux violeur. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un phénomène de viol, on est d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on doit le réprober, c'est évident. Le problème, c'est qu'il faut déjà le distinguer. Et ce que je disais au début, c'est qu'il y a un réel problème juridique à pouvoir le distinguer. C'est dans tous les systèmes de droit. Sinon, ce serait facile. Chaque femme qui porterait plainte, on mettrait la personne soi-disant coupable sous les verrous. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Je pense aussi que d'abord les lois, ça représente la société dans laquelle on vit. En plus, ce dont vous me dites, il ne faut pas généraliser, mais là vous citez des cas qui sont quand même des minorités. Moi, je vous ai donné des exemples qui sont des exemples extrêmes. C'est de ça que je parle. Je veux dire, vous avez J'ai pas étudié la statistique, madame. Vous avez aujourd'hui des cas qui n'existaient pas avant, qui sont des groupes de jeunes adolescents de 13-14 ans qui commettent des viols de groupe sur des gamines de 9 ans. Ça a toujours existé. Non, ça n'existait pas en Israël comme aujourd'hui. Ça a toujours existé. Écoutez, je ne sais pas d'où vous tenez ça. En Israël, ça n'existait pas jusqu'à environ il y a une quinzaine d'années. Il y a toujours eu de la violence. Il n'y en avait pas autant. Il y a toujours eu de la violence domestique. Il n'y a pas eu de viol dans les kibbutz il y a 50 ans. Il n'y a pas eu de viol Évidemment de groupe. Il y avait beaucoup moins de viols de groupe de jeunes, je ne vous dis pas, de jeunes de 13-14 ans, d'adolescents, sur des fillettes de 9 ans. Non, il y en avait beaucoup moins qu'ici. Vous n'êtes pas statisticien. Moi, ce sujet m'intéresse et je le suis tout le temps. Le problème, c'est de parler statistique, ça ne sert à rien. Non, mais je ne vous parle pas statistique. Je parle... C'est pour ça que quand il y a eu... Justement, vous êtes juriste. Quand il y a eu le procès du groupe de viol du kibbutz Shomrat il y a 25 ans, le juge à Haïfa, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, si vous vous en rappelez, un groupe de jeunes avait continuellement violé une
fille, une fille jeune aussi du kibbutz, le juge a voulu fermer le dossier en disant, selon cette expression juridique, qui est que ça n'a pas d'intérêt pour le public. Je ne comprends pas cette expression. Je veux dire, ça n'a pas d'intérêt pour le public. Donc, comme il y a eu un tollé public qui s'est passé, des protestations, ils ont été obligés d'ouvrir le dossier et il y a eu un procès. Voilà. Okay, je peux vous corriger. Au point de vue juridique, je ne comprends pas cette phrase. Peut-être que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire. Je vais vous la préciser. Premièrement, après, on parlera de la prostitution. Premièrement, c'est pas un juge qui dit ça, parce qu'un juge n'a pas compétence. C'est le juge de Haïfa. Non, absolument pas. Le juge n'a pas compétence en Israël pour fermer un dossier pour manque d'intérêt public. La seule institution qui peut le faire, c'est en fait le procureur. Et c'était en effet le cas dans le dossier que vous exprimez. C'est-à-dire, c'est pas un juge qui le dit. Un juge peut décider. Quelqu'un qui représente le système, la justice, le parquet. Non, mais attendez 2 secondes, madame. Okay, on peut pas faire une chakchouka sur tout. Alors, on parle d'un juge, on parle d'un procureur, c'est un procureur. Donc, on va remettre les choses en place. C'est vrai, je pense qu'en effet, de toute façon, en Israël comme en France d'ailleurs, les procès de viol groupés, y compris d'adolescents, ont toujours existé. Moi, j'ai étudié un de mes maîtres, et c'était un grand pénaliste français, qui défendait il y a plus de 50 ans des viols groupés à Marseille. Et ça existait également dans les kibbutz. Qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? C'est vrai que les mœurs font monter les choses. C'est-à-dire, il y a beaucoup plus de transparence, donc les choses sont beaucoup plus voyantes. Il y a beaucoup plus de pornographie aussi. Sur Internet, vous parlez d'un autre sujet, excusez-moi. Oui, je sais. Donc on se demande... On va juste laisser de côté ce sujet-là, parce qu'on va essayer de... Peut-être vous seriez plus d'accord sur celui de la prostitution et de la pénalisation, parce que ça, c'est un vrai débat aussi aujourd'hui. Il a lieu en France, mais il a lieu dans d'autres pays. Faut-il pénaliser pour endiguer ce phénomène qui est aussi une autre manifestation de la violence faite aux femmes, la prostitution, donc pénaliser les clients qui ont recours à des prostituées. Est-ce que pour vous... Là, je ne vais pas faire un mélange, puisque c'est ce que vous me dites que je fais. Je veux dire, je pense que je ne comparerai pas, enfin moi personnellement, les call girls de haut niveau qui fréquentent des gens qui payent beaucoup d'argent pour passer une nuit avec elles, et les endroits, et ce qu'on appelle du trafic de femmes, comme des endroits où c'est de l'abattage, où on a fait venir. Ici, ça s'est réduit, parce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises, comme des femmes qu'on fait venir de Moldavie en leur proposant du travail, et elles sont enfermées dans des maisons où elles font des passes sans arrêt 12 heures par jour, elles n'ont pas le droit de sortir, elles subissent la violence des clients et des proxénètes qui les ont fait venir, etc. Je pense qu'il faut faire... Et puis, il y a les mineurs, il y a toutes sortes de catégories là-dedans. Vous êtes d'accord avec le fait de pénaliser pour le cas que vous évoquez là? Si vous voulez, je pense que d'abord, il faut faire ça en particulier dans les cas qui sont vraiment des... Je ne sais pas si c'est considéré comme des délits criminels, disons, d'enfermer des femmes pour les maltraiter et faire de l'abattage. D'abord, commencer par ça. Fermer ces endroits-là, il y en a. Voir les mineurs à l'ancienne gare routière, là-bas, il y a des drogués, il y a des jeunes de 14 ans qui se prostituent. D'abord, arrêtez ça. D'abord, je veux dire, ça me semble le plus urgent. Et après, il y a un problème plus large qui est... Si on s'en prend à ceux qui demandent, finalement... Évidemment, tout ce que vous dites maintenant, c'est déjà... Il y a une interdiction de proxénétisme en Israël, comme en France d'ailleurs. Oui, mais elle n'est pas appliquée. Oui, mais ça, c'est une autre question. Là, on est en train de parler de normes juridiques. Oui, okay. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de brûler les feux rouges, mais il n'y a pas un gendarme derrière chaque feu rouge pour vous stopper. Donc, la problématique, en fait, elle est plus au niveau de la norme. Est-ce qu'on voudrait, ça c'est la question un peu que j'ai compris que vous aviez posée, est-ce que vous voudrez qu'en Israël, il y ait une pénalisation de clients de prostitution? Moi, mon avis est un peu clair. Moi, je pense que ce serait une erreur. D'abord, pour la simple raison, c'est qu'il y a autant de clients de prostitution, c'est qu'il y a peut-être un besoin de prostitution. Et ce que j'ai peur, c'est qu'on rejoigne le début de notre débat à la deuxième partie de ce débat-là. À partir du moment où on pénalisera cette institution qui s'appelle la prostitution. Ce que je ne parle pas de proxénétisme, ce dont vous avez parlé. Non, là, on parle parce que là, vous parlez du paiement pour des services sexuels. Absolument. Je ne parle pas du tout ça, parce que ça, c'est pénalement déjà pénalement réprimé. Je vous parle, à partir du moment où on va réadiguer la prostitution, on va l'annuler, il risque d'avoir encore plus de violence, et j'allais dire plus de violence sexuelle. Ça, c'est une part. Et puis d'un autre côté, moi je crois que certaines sociétés, en tout cas des sociétés occidentales, viennent surprotéger les gens. Et je ne vous parle pas, il n'y a pas forcément que les femmes, on parle également dans le droit du travail, enfin dans d'autres domaines, il y a une surprotection. Je pense que chaque femme, d'ailleurs c'est pas pour rien qu'en France ce sont des prostituées qui manifestent, chaque femme a le droit
même si c'est d'utiliser son corps comme elle veut. Ce qui est interdit évidemment, c'est que quelqu'un utilise le corps de la femme comme il veut. C'est le proxénétisme. Mais je vous parle maintenant, alors ce que vous parliez de call girl ou moins call girl, enfin c'est pas très grave, et de pénaliser l'utilisation de la prostitution, moi ça me semble aujourd'hui quelque chose qui peut avoir des conséquences assez graves au niveau sociologique. Vous allez me dire encore que vous n'êtes pas statisticien, etc. Maintenant, comme ça a été, cette loi existe en Suède, par exemple, et d'après ce que j'ai lu, des vraies informations, et ce n'est pas ni du shakshuka et ni un mélange, la prostitution a baissé dans ce pays-là. Apparemment, ou alors les Suédois sont pas faits comme les autres, mais je veux dire, vous savez aussi, c'est toujours ce qu'on nous dit, qu'il y a un besoin de prostitution. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, il faudrait aussi comprendre un peu ce que ça veut dire. Il y a un besoin de prostitution, c'est chez les hommes surtout. Les femmes n'ont pas de besoin, donc les hommes ont besoin d'aller payer des services sexuels chez les femmes. Maintenant, on sait très bien qu'il y a très peu de prostituées, où c'est une minorité qui travaille de façon indépendante. Il y a énormément de proxénétisme encore. Et je crois à ça, il faudrait s'attaquer. C'est pas la statistique, c'est l'heure. Okay. Merci Gilberte Finkel, merci Philippe Koskas. Un nouveau journal à venir. D'accord.